Béliard. Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement et candidate à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Rachida Dati, le premier djihadiste français jugé à son retour de Syrie, jugé en France et emprisonné durant 7 ans, vient d'être libéré. Il sera suivi judiciairement pendant 1 an, puis disparaîtra des radars. Ça doit tous nous inquiéter ? Vous savez, Madame Mabrouk, cet exemple révèle une réalité, mais une réalité qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous croyez que les années précédentes, des personnes radicalisées et incarcérées pour ça, des personnes qui ne sont pas encore passées à l'acte, qui ont été incarcérées, n'ont pas été libérées depuis 1 ou 2 ans. Vous savez, j'ai été parlementaire européen pendant 2 mandats et j'étais en charge de la lutte contre la radicalisation et la lutte contre le terrorisme au Parlement européen. Et je suis allée à plusieurs reprises, notamment à Fresnes, dans cet établissement pénitentiaire, où on avait de nombreux détenus radicalisés ou interpellés, incarcérés pour des associations de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils risquaient de passer à l'acte. J'avais rencontré d'ailleurs 2 détenus qui voulaient, par exemple, faire exploser un commissariat. Ces détenus-là, à un moment donné, ils sortent. Sans doute, certains sont sortis. Donc la réponse est oui, ça doit nous inquiéter. Certains, c'était à l'époque, on était sur une 50aine, ça a été multiplié par 5 en l'espace de quelques années. Ces individus ont été libérés à un moment donné, parce que moi je pense que dans la nature, on a soit des personnes qui ont été libérées et sans aucune mesure, je vous le dis, sans aucune mesure de surveillance, parce que quand vous avez terminé votre peine... Attendez, il y a aujourd'hui des détenus qui étaient radicalisés, peut-être même jugés pour djihadistes, qui n'ont pas été suivis du tout, ni judiciairement, ni administrativement. Parce que quand vous avez purgé votre peine, on ne peut pas vous imposer des obligations. C'est pour ça que sur cette situation que vous indiquez, moi j'ai pas le détail, mais s'il y a eu quelques obligations, vous dites pendant 1 an, ça veut dire qu'il n'a pas terminé la peine. Donc il a été libéré avant même la fin de sa peine, pour qu'on puisse lui mettre des obligations. Mais ces obligations, elles sont de quelle nature ? Elles sont de nature comme si on libérait quelqu'un qui avait des troubles psychologiques. Donc totalement insuffisantes par rapport, évidemment... Non, mais avec des mesures et des obligations qui ne sont pas adaptées à ce type de criminel, j'allais dire. Mais alors, pardonnez-moi, mais qu'attend-on ? Vous avez été ministre de la Justice, vous connaissez ce cas. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a suffisamment anticipé, préparé cela ? Vous avez soit des détenus qui ont été mis en liberté sans aucune obligation, aucune mesure de suivi, ou des détenus comme celui-ci, qui sont sortis sans doute avant la fin de leur peine et qui ont quelques obligations, sans doute de soins. Quelques obligations. Oui, sans doute de soins, de pointer, de ne pas quitter le territoire, mais franchement, pas avec les moyens adaptés. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit ? Nous parlons d'individus qui sont revenus de théâtres irakiens et syriens avec tout ce qui s'est passé sur place, revenus sur le sol français, emprisonnés pour 6-7 ans et qui sortent. C'est bien cela. Avec tout ce qu'ils ont pu commettre sur place. Et s'ils ont terminé totalement leur peine, vous ne pouvez plus les surveiller. Moi, je vais vous dire, ça, on fait... La justice n'a plus son mot à dire. Ben non, vous avez purgé votre peine. À quel titre ? Et donc, sans doute, il peut y avoir des mesures de surveillance à titre administratif, mais donc il retombe dans la surveillance des types fichés S. C'est pas suffisant, puisque nous avons des éléments probants les concernant. Moi, je pense qu'il faudrait élargir la mesure que j'avais instaurée et créée en 2008, qui est la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, je l'ai créée pourquoi ? Pour les criminels les plus dangereux, dans les polémiques les plus importantes à l'époque. Cette rétention de sûreté, elle est faite pour des criminels dangereux, les pédophiles, les criminels en série, et donc elle est très déterminée. Moi, je pense qu'il faut l'élargir pour les djihadistes, pour les personnes condamnés pour radicalisation, pour actes de terrorisme, mais également pour ceux qui reviennent de ces terrains de guerre. Une rétention, mais pour combien de temps, quelle durée ? Eh ben, le code pénal le dit bien. Tant que vous êtes dangereux, on ne les Madame Dati, la question se posera à chaque fois. Bien sûr. Bon, il n'y a pas de rétention ni éternelle ni perpétuelle. C'est tout à fait normal. C'est très clair. Ces individus ne peuvent pas être remis en liberté tant que leur dangerosité est encore avérée. Moi, je vais vous dire, ils resteront, si c'est nécessaire, très longtemps, tant que leur dangerosité est encore avérée. Parce que vous croyez qu'en 6-7 ans, ils se sont déradicalisés. Mais pour ceux qui sont déconnectés Rachida de tout. Dati, bien sûr, ceux qui sont encore en Irak et en Syrie, vont-ils être rapatriés en France maintenant pour y être jugés ? La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a entrouvert cette porte, esquissé cette voie. Qu'est-ce que vous lui dites ? Mais ça a déjà été le cas, il y a des individus qui ont déjà été rapatriés. Oui, mais est-ce qu'il faut aller dans ce sens ? Est-ce qu'il faut aller dans cette doctrine ? Moi, je n'y étais pas favorable, je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on a un débat avec les avocats, moi j'ai discuté avec des avocats qui sont favorables au retour pour notamment garantir les droits de la défense, pour avoir des éléments, et puis éventuellement pour le renseignement d'avoir des informations. Mais je vais vous dire, tous ces individus, vous savez, nous sommes dans un état de droit, il faut des éléments pour pouvoir condamner. Donc si effectivement ils ont été djihadistes, s'ils ont commis des crimes en Syrie ou en Irak,
Et quelles seront les preuves pour les condamner en France? Ça va être très compliqué. Donc clairement, l'avocate que vous êtes et ancienne ministre de la Justice dit qu'il vaut mieux qu'il soit là-bas, en Irak et en Syrie, pour être jugé. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit jugé là où il y a des victimes. Que dirions-nous si nous avions évidemment des terroristes qui ont commis des actes criminels en France, qu'ils partent dans leur pays d'origine pour y être jugés sans qu'il y ait des éléments finalement assez tangibles pour pouvoir les condamner? Moi, je pense qu'il y a un risque qu'on fait subir à la France et qu'on fait porter aux Français. C'est un grand défi en tous les cas. Je reviens en France, c'est le défi du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. À la campagne des municipales à présent, Rachida Dati, la bataille promet d'être vive dans certaines villes comme à Paris où vous êtes candidate. Qui est votre principal adversaire ? La maire sortante, parce que quand vous présentez un projet, vous le présentez en fonction du terrain, de la proximité et puis d'un bilan. Un adversaire politique pour qui vous avez de l'amitié. Et donc Madame Hidalgo est la maire sortante. Elle pour a qui un vous avez de l'amitié. C'est important aussi l'aspect humain. C'est important. Vous avez raison de le souligner. Pourquoi ? Parce que évidemment, je suis en campagne. Et puis certains disent mais non, mais elles sont amies. Mais non, ils vont plus loin. Ils disent elles sont alliées de circonstances dans la mise en place d'un duel droite-gauche qui vous arrangerait toutes les deux. Mais non. Hidalgo, Dati, même combat. Disent-ils. Alors vraiment. Vous leur répondez ? Pas du tout le même projet. Vous avez vu le projet que j'ai pu présenter. Peut-être le même combat. Non, mais je sais que pour certains, et certains candidats d'ailleurs, sont très choqués qu'on puisse se respecter. Parce que certains manient le combat électoral par des boules puantes, ou en attaquant en dessous de la ceinture, ou par l'injure. On se respecte. Madame Dati, vous-même, vous n'avez pas été tendre autrefois avec certains adversaires politiques. Je ne suis pas dans l'injure. Je ne suis pas dans l'injure. Ils vous reprochent d'avoir même un accord tacite avec elle. Franchement, sur quoi ? Si leur seul projet, c'est de pouvoir nous attaquer sur notre respect mutuel, franchement, ça ne va pas très loin. Voilà. Comment vous expliquez que Madame Hidalgo parle davantage de son projet et qu'on lui parle assez peu finalement de son bilan ? Elle est habile pour le moment, elle arrive à ne pas parler de ce bilan. Les journalistes que vous êtes, interrogez-la sur son bilan. Mais vous êtes son adversaire politique. Oui, mais moi je le mets en place, je le dis. Madame Hidalgo est élue de Paris depuis près de 20 ans. Est-ce que la situation des Parisiens et de Paris s'est améliorée ? Citez-moi un secteur pour lequel on peut dire c'est vrai, bravo. Alors ce secteur-là, bravo. Les autres, c'est moyen, mais un secteur, aucun. Même pour ceux qui sont pour une piétonisation davantage du centre-ville, pour une Paris ville 100% vélo, il y en a. Alors, quelle est la contrepartie du vélo ? On peut être favorable. Quelle est la contrepartie du vélo ? C'est effectivement des embouteillages à l'infini. Comme dirait, je vais citer le Canard enchaîné, qui a dit vraiment, Madame Hidalgo a créé l'embouteillage de nuit. Moi, je veux vous dire, un projet ne se fait pas sur le déni. Moi, le projet, il se fonde sur la réalité. Madame Hidalgo, elle est dans le déni sur la sécurité. Vous savez qu'il y a plusieurs centaines de personnes agressées et cambriolées par jour à Paris. Le déni sur la saleté. Il n'y a pas un Parisien qui n'a pas croisé un rat dans sa cage d'escalier, dans une aire de jeu, dans un parc ou tout simplement dans son immeuble. Un déni évidemment sur la dépossession de l'espace public. Nous avons plus de 3000 migrants aux portes de Paris, sans compter ceux qui squattent les halls d'immeubles. Un déni sur les familles. Quand on voit que 12 000 habitants quittent Paris tous les ans sous la contrainte. Un déni sur la gouvernance. Quand on est à plus de 6,5 milliards de dettes. Malgré cette litanie de déni, qu'est-ce qui se passe ? Anne Hidalgo est en bonne voie pour être élue de nouveau. Écoutez, ça vous surprend ? Ça vous interpelle ? Les Parisiens sont mobilisés. Moi, je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, il est indispensable de sauver Paris. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée à la cité Rosa Parks, comme la cité Perruchot, qui n'est pas très loin d'ici. C'est des centaines d'immeubles, des centaines de locataires qui sont dans des logements sociaux, puisque la mairie de Paris, Anne Hidalgo, dit formidable politique du logement. Et vous allez croiser le fer sur ces différents sujets. Non, juste un exemple. Non, c'est important de le dire. Vous avez des centaines de locataires qui payent leur loyer, qui n'ont pas d'ascenseur, qui n'ont pas de chauffage depuis 4 ans, qui n'ont pas d'eau chaude. Rachida Dati, on arrive à la fin de l'entretien. Je voudrais terminer. Sont écœurés et disent on ne vote plus. Je vous incite à voter justement. Hier, nous avons diffusé, pour conclure, je vous le dis sur Europe 1, l'entretien réalisé à Beyrouth de Carlos Ghosn. Parmi tout ce qui intéresse la justice, et en particulier la justice française, il y a des contrats de conseil passés avec vous. En tant qu'avocate, la justice doute de la réalité. Des centaines d'avocats avec Renaud Nissan. Vous êtes face à moi, donc je vous pose la question. La justice doute de la réalité de votre travail.
Non, parce que Vous avez des preuves? Non, mais vous savez qu'il y a eu plainte en diffamation. Je me suis expliqué face à vous il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, si vous voulez mélanger le débat parisien avec les boules puantes, ça n'est pas mon sujet. Voilà. Moi, je suis sur ma campagne parisienne. Je ne suis pas sur les boules puantes, Madame Mabrouk. Merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1.